Les réfugiés ukrainiens, on en parle aujourd'hui dans le cercle RH, notre débat, et les entreprises françaises qui s'engagent. Alors il y a des chiffres assez fluctuants, on annonçait 600 entreprises engagées, mais il y en a beaucoup plus qui tendent la main dans différents secteurs, notamment des secteurs en tension où il y a besoin de main-d'œuvre. Est-ce que ça fonctionne? Comment se positionnent ces femmes? Il y a bien sûr la barrière de la langue, la garde des enfants, parce qu'elles sont venues accompagnées de leurs enfants, et puis ensuite la capacité de pouvoir enclencher un poste, et puis psychologiquement de se dire en même temps que si elles s'installent trop dans ce pays, elles auront plus de mal à retourner en Ukraine, parce que leur volonté absolue, c'est de retourner en Ukraine, accompagner leur mari, peut-être même soutenir le pays en guerre. Et c'est vrai qu'on nous annonce une guerre longue. On nous avait dit que ça irait très vite, et cette guerre risque de s'installer, elle risque de durer, cette guerre, avec l'évacuation aujourd'hui d'un certain nombre de personnes de Mariupol. On en parle avec mes invités. Katia Damani, merci d'être là, responsable de l'engagement chez Coptalis, et vous êtes en charge du projet Mercure. Vous nous en parlerez tout à l'heure de ce projet Coptalis qui accompagne les entreprises du monde entier pour répondre à différentes problématiques de recherche, notamment de talents. Merci d'être là. Avec moi, une avocate, Nathalie Devernay. On parlera de droit, parce qu'on parlera du statut des réfugiés. Et ça, c'est un débat juridique qu'il faudra qu'on pose. Avocat associé au sein du cabinet Bird & Bird, spécialiste du droit du travail. C'est un cabinet et groupe international. On fera le point avec vous. On ira peut-être au-delà du statut simple des réfugiés ukrainiennes, mais pour parler aussi de la question du travail et des réfugiés en France. En tout cas, merci d'être avec nous. Et puis Sandra Jiquer est là. Bonjour. Bonjour. Sandra, directrice générale adjointe d'Envergure. Envergure qui est une filiale d'Actual, puisqu'on a reçu votre PDG il y a quelques jours sur le plateau. Alors vous êtes la filiale Compétences. C'est ça, Compétences. Compétences, et vous travaillez évidemment sur tous ces sujets, et notamment sur des profils particuliers. Alors vous ne dites pas réfugiés, vous avez un acronyme, les BPT. Les BPT. Les bénéficiaires de la protection temporaire. Voilà. Et vous soulevez aussi ce débat sur la question des réfugiés, avec ce décret possible sur ne pas attendre la fin de ce long parcours administratif pour mettre au travail ces réfugiés. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, oui. Juste d'un mot, parce qu'on va débattre des réfugiés ukrainiennes. C'est le débat actuel pour les réfugiées ukrainiennes, où elles accèdent plus facilement au travail que, j'allais dire, un réfugié en attente soudanais, érythréen. Elles accèdent tout de suite à l'emploi. Tout de suite à l'emploi. Ça va très très vite. Là, ça va très vite. Oui. D'accord. Donc c'est très différent pour les réfugiées ukrainiennes que pour d'autres réfugiés. Les Afghans ou Syriens, oui, tout à fait. Où c'est beaucoup plus long, parce que là, il y a une procédure très longue. Oui. Commençons par le début. Les entreprises françaises, elles sont combien là aujourd'hui à tendre la main? Parce qu'il y a plein de secteurs, beaucoup de secteurs en tension, l'hôtellerie, la restauration, l'agroalimentaire. Ça marche ou ça marche pas? Mettons les pieds dans le plat. On a des entreprises qui ont dit, nous on est prêts. On est prêts à jouer notre rôle de solidarité. Et j'ai des articles, des papiers, alors peut-être vous allez me contredire, mais qui expliquent quand même que c'est pas si simple. J'ai le groupe ADECO, par exemple, qui dit nous, on a ouvert très très grand le champ des offres. On a eu finalement très très peu de candidats. Alors, je pense qu'il y a déjà un temps de positionnement des familles qui arrivent. Les femmes, elles arrivent, elles ont un petit peu de temps, elles ont besoin de prendre du temps pour se poser. On est quand même dans une situation plus facile puisqu'elles sont accueillies généralement dans des familles d'accueil. Donc la question du logement ne se pose pas, qui n'est pas la même chose pour les BPI, les bénéficiaires de la protection internationale. Et du coup, elles prennent le temps un peu de cette phase de décompensation après le parcours, le choc et l'arrivée, et le temps de s'organiser aussi un petit peu, de savoir comment elles vont par la suite accéder, se poser la question de l'emploi après. Mais il y a d'abord une certaine phase de pause. Donc vous nous dites, on est dans cette phase? On ne l'est plus vraiment. Alors, il y en a qui arrivent toujours, donc forcément, il y a une certaine phase qui est là. Et effectivement, il y en a qui sont tout de suite envie de s'intégrer et de rentrer dans l'emploi tout de suite. Il y a une volonté de travailler, de s'adapter, de s'insérer, d'apprendre la langue. Absolument, d'apprendre la langue très rapide. Nous, on a déjà lancé des cours de français. On sent que les mairies s'organisent pour donner des cours de français. Les femmes veulent apprendre la langue parce qu'elles savent que c'est un des outils fondamentaux pour pouvoir intégrer après un emploi et puis surtout communiquer avec les personnes qui sont autour d'eux. Sandra Jiquer, c'est votre spécialité, vous êtes la directrice générale adjointe, c'est ça votre spécialité, c'est d'accompagner ces profils un peu particuliers, dont ces femmes ukrainiennes. Tout à fait, c'est de les identifier. Donc dans un premier temps, on a décidé de créer un numéro de téléphone unique et un formulaire ukrainien-français pour qu'ils puissent s'identifier. Sur votre site, c'est écrit en ukrainien. Tout à fait, oui, sur notre site, c'est écrit en ukrainien. Et l'idée, c'est d'aller très vite dans la mise en relation avec les entreprises. Après les avoir évaluées sur leurs intérêts, leurs motivations,
capacité à pouvoir prendre un emploi très rapidement. Et on a des résultats qui vont très vite. La semaine dernière, on a reçu une 20aine de personnes. On en a au moins 10 en emploi déjà. Dans des secteurs, j'ai vu, il y a l'agroalimentaire, les cuisines, c'est ça les secteurs où les femmes s'impliquent? Cuisine, hôtellerie, industrie. Pour l'instant, c'est ces secteurs-là qui ressortent. Mais excusez-moi, elles vont entrer en emploi. J'imagine que le chef d'entreprise qui dit « moi, je suis prêt à accueillir des réfugiés ukrainiennes », il y a la barrière de la langue. Comment elle s'organise? Alors, c'est justement pas le premier frein, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est un frein, mais pas le premier. Le premier frein, c'est plutôt la mobilité. Donc, travailler la mobilité géographique entre leur lieu d'hébergement et le lieu de prise de poste. Clairement. Donc là, les entreprises s'engagent réellement en mettant en place des systèmes de covoiturage pour pouvoir intégrer ces Ukrainiennes dans leurs usines ou en fonction des différents postes de travail et encouragent les salariés de ces entreprises via différents principes pour pouvoir faire du covoiturage et récupérer ces Ukrainiennes. J'ai retrouvé cette phrase de Jean-Louis Bourlange, c'est au tout début de l'arrivée de ces réfugiées ukrainiennes, très peu d'hommes, il faut le dire, puisque les hommes sont au combat, ils sont très minoritaires, qui disait que c'est une très bonne immigration, une immigration de qualité. Ça avait suscité un grand débat, puisqu'il y voyait derrière ça, ce député européen du MoDem, l'idée qu'on allait bénéficier d'une, je mets des guillemets, mais d'une main-d'œuvre bon marché qualifiée, et que la France en avait besoin. Je suis cynique là en disant ça, puis je vais donner la parole à une avocate, mais il y a du cynisme chez Jean-Luc Bourlange ou pas? Ou il y a une forme de pragmatisme et de réalité? Alors, nous, en ce qui nous concerne, on est nous-mêmes, Coptalis, on a fait le choix d'accueillir chez nous une personne réfugiée ukrainienne. Elle est payée comme tout le monde, au même niveau. On a évalué ses compétences, on a vu que ça rentrait dans notre activité, donc elle est mise en ESN chez nous. Elle est embauchée. Il ne s'agit pas de la payer moins cher, il s'agit de la payer au salaire de n'importe quelle personne qui a ces compétences-là dans notre entreprise. Donc il faut quand même... il faut mettre les pendules à l'heure. Absolument. Voilà. Il faut mettre les pendules à l'heure sur ça. Et puis aussi se dire, c'est très bien de donner l'exemple avec les personnes ukrainiennes. Nous, on a aussi fait l'exemple avec une personne qui venait du Congo. C'est-à-dire qu'on a aussi embauché chez nous une personne qui est issue de notre projet Mercure. Et pareil, il a exactement les mêmes droits, les mêmes salaires, les mêmes niveaux de compétences. D'accord, donc ça c'est pour répondre aux députés qui disaient finalement c'est une main-d'œuvre de qualité, des gens confirmés. Il y a beaucoup d'industries en Ukraine. On travaille la terre, c'est un pays très agricole, c'est un pays très moderne. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a du cynisme et Nathalie Deverny. Oui, et des parcours non linéaires. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont déjà eu plusieurs emplois, plusieurs métiers, une vraie capacité d'adaptation et une envie de travailler. Et une envie de travailler. Vraiment. Juste d'un mot, parce que là, je vous donne la parole, ça fait 2 fois que je vous retire la parole. Il y a un désir financier ou c'est un désir de reprendre aussi un peu pied avec la vie? Parce qu'il y a le débat financier, mais en même temps, ils gardent des liens très forts avec leur famille en Ukraine. La raison qui les motive en premier, c'est quoi? Culturellement, on ne reçoit pas en Ukraine une aide sans rien faire. Donc ils arrivent déjà sur le territoire français, ils ont potentiellement une aide qu'ils reçoivent. Et donc c'est... l'envie de s'intégrer rapidement, l'envie de comprendre. C'est des personnes qui ont de très bons niveaux d'études. Donc c'est une valeur de travail très forte. Certaines parlent l'anglais très bien. Et c'est vrai que la première volonté qu'elles ont, c'est non pas de se dire je vais commencer un travail et je vais rester en France, mais c'est se dire voilà, je suis dans un pays, je sais que ça peut durer longtemps, donc je me mets à travailler. Rester en mouvement, rester en contact avec le travail. Absolument, et puis s'intégrer et rencontrer aussi des gens français et de créer des liens aussi. Oui, j'ai entendu vu des reportages où ces femmes disaient que c'était important aussi d'avoir, entre guillemets, au-delà du drame qu'elles traversent, vivre cette aventure dans un nouveau pays, apprendre une langue. C'est une opportunité. Et c'est presque une opportunité que certaines prennent. Comment ça se passe côté droit? Parce que là, on entend que l'accès au travail se fait très facilement, qu'il n'y a pas de frein administratif. Il se fait facilement depuis 1 mois. Je pense qu'il faut aussi rappeler que le décret du 1er avril est vraiment venu accélérer l'accès au marché de l'emploi. Il était attendu, ce décret. Il était attendu, il est peut-être intervenu un peu tard. Certains de nos voisins européens ont mis plutôt sur le devant des facilités d'accès à des autorisations de travail jusqu'au 1er avril, avec toute la bonne volonté du monde en tant qu'employeur français. Malgré le statut de bénéficiaire de la protection temporaire, vous aviez besoin de demander une autorisation de travail. Ce qui a sûrement, je pense, freiné, et je pense que vous ne me contredirez pas sur ces... Là, c'est autorisation temporaire, on est d'accord. Une autorisation temporaire, mais qui donne automatiquement, depuis le 1er avril, le droit de travailler sur le territoire français. Exclusivement, qu'on se le redise, parce que c'est un vrai sujet qu'on a eu sur ce plateau,
exclusivement pour les personnes de nationalité ukrainienne, pouvant justifier de leur nationalité ukrainienne. Nationalité ukrainienne ou qui résidaient en Ukraine sous un régime légal, c'est-à-dire qui étaient titulaires d'un permis de séjour ukrainien avant le 24 février 2022. Donc ça, c'est un accélérateur, on est bien d'accord, qui permet aux chefs d'entreprise de pouvoir accueillir dans des conditions légales les salariés. Alors, il y avait un exemple d'un groupe toulousain de restauration qui s'appelle New Rest, qui travaille partout en France et sur des sites aéroportuaires et qui dit qu'il a besoin de main-d'œuvre et qu'il est très ouvert à faire venir des femmes ukrainiennes ou des hommes. Et puis, au même moment, il y a le site ADECO, Job for Ukraine, qui depuis le 16 mars, bon, c'est une très grosse entreprise, elle dit c'est vrai que notre initiative n'a pas fait florès, je la cite, plateforme gratuite en anglais, en ukrainien et en français, et pour l'instant ils enregistrent que 2300 inscriptions de candidats. Donc ADECO dit, voilà, on avait une espèce d'énergie, d'initiative incroyable. Alors c'est peut-être, et ça revient à votre procédure, la manière dont on accompagne ces personnes, peut-être, non ? Il y a un principe d'accompagnement, puis il y a aussi un principe d'aller vers et d'être dans l'action. Là, on voit qu'il y a des établissements comme des centres VVF qui sont réquisitionnés pour héberger des Ukrainiens. Les équipes envergure vont dans les centres VVF pour recevoir les Ukrainiens. C'est ce que j'allais vous demander. Et la différence, vous allez au contact, en fait. On va au contact. C'est ça, aller au plus près de ces femmes. Il faut aller au contact des personnes. Nous, ça marche essentiellement par réseau. Des réseaux parce que les personnes étaient dans des réseaux qu'on a accueillis, donc on le sait, on va voir les associations qui sont en lien avec les personnes ukrainiennes qui sont présentes. Il y a aussi les mairies qui accueillent et qui font un travail formidable d'accueil des personnes réfugiées dans leur mairie, en organisant des cours de français, l'ouverture des actions sociales ou des actions pour les enfants. Voilà, il y a des choses qui se font très bien. Il faut aller vers eux parce que c'est pas eux, ils arrivent, ils connaissent pas les réseaux, ils peuvent pas savoir où ils doivent s'adresser pour pouvoir. Au-delà de l'action que vous menez, qui est vraiment très très innovante, le point d'entrée, c'est bien les préfectures. On est d'accord, hein, oui, absolument. C'est bien pour donner de l'information pratique absolument. Aux chefs d'entreprise, c'est les préfectures qui, sur le plan du logement, de l'emploi et je dirais de l'accueil social, prennent en charge les demandes, non oui, Nathalie. Oui, la demande d'autorisation provisoire se fait en préfecture, sur rendez-vous et de façon assez rapide. On a des délais de 2 à 3 semaines en ce moment, ce qui est relativement rapide par rapport à une procédure classique. Très rapide. Oui. Alors oui, c'est vrai. Alors après, il y a quand même des démarches supplémentaires qui peuvent être prises en charge après. Il faut avoir en tête que l'APL, l'aide au logement, elle n'est pas faite par la préfecture. Hein. Donc il faut que ça soit après mis en place par, alors souvent les familles d'accueil aident à ce que les démarches soient faites. Et c'est vrai qu'elles ont une très grosse responsabilité, ces familles d'accueil, quand ont les personnes qui arrivent chez elles. Sandra Guiquer, on sait la répartition des logements, parce que vous évoquiez l'idée de la mobilité, c'est-à-dire on n'a pas de voiture. Les transports en commun, ce n'est pas toujours simple, on ne connaît pas bien la langue. Il y a aussi la question du logement. Beaucoup sont accueillis dans des familles d'accueil, d'autres ont même des appartements qui sont prêtés, mis à disposition par des gens qui sont généreux et qui laissent l'appartement. Ça se répartit comment ? Parfois, il y a des centres sociaux. Comment ça se passe ? Vous avez des chiffres là-dessus ? On a 3 grands pôles. On a Nice, sur le secteur de la région PACA. On a la région de l'Est avec Strasbourg et la région parisienne. C'est vraiment les 3 grands points où on peut retrouver la majorité des Ukrainiens. Après, non. On n'a pas de données. Il y a encore un. C'est atomisé. C'est atomisé, c'est non maîtrisé à ce jour. Combien de personnes là sont recensées ? 70 000. 70 000. Principalement des femmes et majoritairement des femmes, enfants et personnes âgées aussi. Oui, aussi, absolument. Et on note 38 000 personnes qui sont prêtes aujourd'hui à travailler. Alors, 38 000 personnes en état de travailler. Oui, exactement. C'est-à-dire qui ont leur protection temporaire. Donc, il y a encore un long chemin pour que tout le monde soit évidemment identifiés. Et il ne faut pas oublier que là, on est à 70 000 qui sont officiellement. Et d'autres arrivent encore, là. Alors, d'autres arrivent encore. Et surtout, il y en a qui sont arrivés non pas par des biais qui sont identifiés, mais qui sont arrivés de leurs propres moyens. Bien sûr. Ou qui ont été cherchés. Certaines personnes françaises ont été les chercher en Pologne, essentiellement. Oui, à la frontière. Oui. Donc, par moment, à la frontière, ça passe. On ne sait pas. On ne les voit pas. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça monte, en fait. Essayons de nous projeter sur l'idée que cette guerre dure. On a le sentiment qu'elle va durer, puisque déjà la date du 9 mai pour Vladimir Poutine n'est plus une date essentielle. Il va donc enjamber cette date et continuer à essayer de saisir cette partie est de l'Ukraine. Dans l'hypothèse que cela dure, ce statut temporaire, il dure combien de temps ? Puisque, comme son nom l'indique, il est temporaire. Et donc, il donne un statut, j'allais dire, précaire. Alors, là, on est parti sur une durée d'1 an.
Voilà, on est jusqu'au 1er Donc elles ont un mars document. 2023. Elles auront un document. Alors le document donné par l'administration française, lui, dure 6 mois. Mais il est renouvelable tant que la situation de protection temporaire votée par l'Europe se maintient. Donc il faut se représenter à la On se préfecture. représente à la préfecture. Les renouvellements, les extensions seront facilement accordés, c'est ce qu'on nous dit. Donc on est là sur une phase d'au moins 1 an et qui pourrait être amenée à être renouvelée pour 1 an de plus. Juste, c'est des détails extrêmement pratiques. On va rentrer dans le détail. Ces femmes, bon, elles ont un logement prêté, loué, enfin, et se sont organisées. Elles ont un chef d'entreprise qui les a embauchées. Alors, je pense à cette entreprise New Rest qui fait des repas au niveau des aéroports. Elles ont donc une feuille de paye. Bien évidemment. Elles cotisent à la Sécu. Tout à fait. Elles ont des points retraite. C'est exactement le même principe qu'une personne pareil. salariée en France. Non, ça, ce sont des droits formidables. Mais qu'est-ce qu'elles vont en faire de ces points retraite ? Non, mais je suis désolé, je pinaille un peu, mais donc en fait, il y a une cotisation qui est versée par ces femmes. Elles cotisent aux caisses de retraite. Mais bon, je veux dire, elles vont repartir en Ukraine, donc on va leur transférer leur point retraite sur Pour l'instant, ça n'est pas... Non, mais je souris parce que c'est... On est comme sur un travailleur étranger d'un autre pays qui accepte, en venant en France, de cotiser localement au système... Au risque qu'il ait cotisé à perte, Exactement. on peut le dire. Non, mais il fait... S'il n'y a pas de convention... Oui, ça rejoint ce que disait M. Bourlange aussi. Et l'idée, c'est qu'en garantissant un statut plein et entier de salariés de plein droit, il y a une cotisation à perte. Enfin, je veux dire, c'est entendable. Oui. On est d'accord. Oui, oui. La suite de votre démarche, parce que là, vous avez un accueil, vous allez les chercher physiquement, Oui. vous leur expliquez avec des traducteurs, j'imagine. Tout à fait. On a une équipe, on a une plateforme téléphonique avec des Ukrainiens qui répondent en ukrainien pour le coup. Ils parlent français. Ça progresse les appels. Enfin, vous avez de plus. On est très surpris parce que on n'a pas communiqué à ce jour notre numéro de téléphone et qu'on l'a communiqué. Donc le bouche à oreille, quoi. Le bouche à oreille. Ça marche en bouche à oreille beaucoup aussi. Beaucoup. C'est très très communautaire. Ils appellent ce numéro. Ils appellent ce numéro. Ils tombent sur une personne qui va l'identifier. Votre métier. Positionner immédiatement un rendez-vous avec un conseiller envergure. Ils seront reçus sous 7 jours maximum. Il y a un entretien individuel qui se fait, une évaluation des intérêts professionnels, accompagné par un traducteur si besoin, et derrière une mise en relation. Et comme Thalys, c'est la même chose. Absolument, mais nous on n'est que dans les Hauts-de-France. Que dans les Hauts-de-France. On n'a pas précisé votre région, c'est bien les Hauts-de-France. On est dans les Hauts-de-France, la métropole lilloise. Beaucoup de réfugiés, parce qu'on évoquait les 3 régions, la Nice, Paris et Strasbourg. Hauts-de-France aussi. On en a eu beaucoup qui sont arrivés. Je sais que nous, on a aidé beaucoup de personnes sur la recherche de familles d'accueil et aussi sur l'arrivée en France. On était à peu près à 600 personnes qu'on a pu aider. On aide aussi sur certains pays d'Europe qui ont fait le lien entre le pays Pologne ou Roumanie vers des villes d'Europe, puisque nous, on est une structure internationale, donc on en profite pour aider aussi à l'international. Mais c'est vrai que chez nous, on peut déjà compter auprès de notre structure. On a en tout cas aidé à arriver à peu près 600 personnes. Sur l'accueil à l'emploi, ça prend un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'elles se posent, elles sont beaucoup moins... Non, on entend ce que vous dites, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a quitté une zone de guerre, qu'on a traversé l'Europe en bus, en car, en voiture, on a quand même avant tout besoin de poser sa valise, réfléchir à ce que l'on vit, pouvoir joindre ses proches ou son mari qui est sur place pour s'assurer qu'il est vivant, et peut-être ensuite, en termes de subsistance, imaginons qu'elle n'aille pas chercher un emploi, elle bénéficie d'une aide de combien ? D'une allocation qui est de 6,80 € par jour à ce jour. Ça, c'est ce que touchent les réfugiés selon la classiques. composition familiale. Voilà, ça c'est pour une personne individuelle. Ensuite, en fonction du nombre de familles dans le foyer, vous avez un complément d'allocation. Donc 6 € par jour, ça fait combien par mois ? On va être sur 250-300 € par mois. D'accord, c'est vraiment pour subvenir, au minimum. D'où l'importance pour elles, pour des familles plus modestes peut-être, de reprendre un emploi pour compléter les revenus, puisque il y a quand même les soins de l'enfant, il y a l'école, il y a les fournitures. Comment on fait là ? Alors les soins de l'enfant, il faut savoir que normalement c'est pris en charge directement. Elles ont le droit aussi à la sécurité sociale comme tout le monde. D'accord. Et aussi à la mutuelle complémentaire, me semble. Donc du coup, pour ça, et puis on voit que les médecins s'engagent aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les entreprises qui s'engagent, c'est tous les services aux personnes réfugiées qui s'engagent en fait, finalement. Bien sûr. Ça va des associations pour les enfants, ça va des crèches pour les enfants aussi. D'ailleurs, on parlait de la question de la garde. Il y a des villes qui s'organisent pour que la garde soit faite. C'est un sujet à la garde, pour les mamans en France et pour les mamans ukrainiennes. Absolument. Mais après, il y a aussi vraiment des milieux associatifs qui s'organisent vraiment pour pouvoir accueillir au mieux possible. Il y a un élan de générosité incroyable sur les personnes ukrainiennes, parce que l'idée, c'est de parer à toutes les difficultés qu'elles peuvent avoir.
pour pouvoir avoir un accès à l'emploi beaucoup plus facilement. Juridiquement, les choses sont claires pour vous, vous qui êtes avocate. Il n'y a pas de risque de... j'ai vu qu'en Belgique, alors je cite la Belgique, la France, je n'ai pas vu de cas, mais d'utilisation de travail dissimulé de femmes non déclarées, utilisant une main-d'œuvre sans contrat, là en l'occurrence, sans cotisation. Le risque existe toujours. Il y a ce risque. Avec cette nationalité-là, comme avec les autres. Ouais. Mais effectivement, je rejoins ce qu'on disait. C'est évidemment absolument illégal d'embaucher aujourd'hui un travailleur étranger, quelle que soit sa nationalité, sans respecter le minimum de droit du travail et de sécurité sociale. On a eu le débat au début de notre émission, mais c'est intéressant de vous la poser à vous, mesdames, parce que vous allez peut-être me dire, on fait la même chose toutes les deux, c'est-à-dire que vous menez de front des initiatives. Est-ce que vous envisagez aussi un soutien psychologique? On avait un invité tout à l'heure qui évoquait, pour les demandeurs d'emploi qui n'étaient pas ukrainiens, ces femmes ont probablement, par la solitude, par l'angoisse de perdre des proches, par les images de guerre qui leur arrivent par les chaînes d'infos, est-ce que cette possibilité-là est envisagée d'un soutien psychologique pour les enfants et pour elles? Alors évidemment, il y a des choses qui se sont mises en place déjà dans les Hauts-de-France, où il y a un service qui est mis à disposition pour la question de l'accompagnement psychologique, parce que autant la première vague des personnes qui sont arrivées au tout début n'ont à peine vécu la guerre, elles ont fui très vite. Oui. C'est vrai que les personnes qui arrivent actuellement, c'est des personnes qui sont beaucoup plus traumatisées, marquées. Et du coup, pour les familles d'accueil, c'est pas aussi simple du coup d'avoir des personnes qui sont fortement touchés, qui en plus par moment perdent leur conjoint au moment où ils sont déjà en France, apprennent que leur conjoint est décédé. Il faut pouvoir le gérer, et pour la personne ukrainienne et pour les familles d'accueil. Juste dans des détails, parce qu'on est dans Smart Job, les contrats de travail, parce que c'est compliqué, on ne sait pas quand ces femmes, du jour au lendemain, ces femmes peuvent revenir dans leur pays, peuvent décider de reprendre leur valise et de retourner à Lviv et traverser la frontière. Enfin, je veux dire, ça reste dans leur possibilité. Comme tout salarié. Comme toute personne. Non, j'entends, mais dans l'idée qu'un employeur qui les recrute se dit j'ai besoin de 30 personnes. Puis d'un coup, si 15 personnes disent nous on repart en Ukraine parce que notre président veut qu'on rentre, c'est compliqué. C'est là où justement le groupe Actuel joue toute sa carte avec cette flexibilité au niveau de l'emploi, et sur la partie psychologique, on a les A2I, l'intérim d'insertion, qui accompagnent sur ces sujets-là. Donc le dispositif est vraiment complet et avec une vraie flexibilité. Entreprise d'insertion d'ailleurs qui se tourne aussi beaucoup vers les travailleurs sociaux. Absolument, et qui d'ailleurs sont un secteur qui embauche. Je ne sais pas si c'est des secteurs qui embauchent beaucoup de femmes ukrainiennes, ce secteur de l'insertion, non vous n'avez pas de chiffres là-dessus? Non, pas de chiffres. La suite pour vous, c'est quoi là, dans vos actions concrètes à l'égard de ces femmes? C'est continuer à les rencontrer, de les faire venir dans vos structures, c'est ça l'objectif? L'objectif, c'est ça, c'est leur donner vraiment l'opportunité de pouvoir accéder à un travail si elles le souhaitent, de faire un accompagnement le plus complet possible. De la langue, il faut préciser qu'il y a les cours de langue. C'est déjà lancé, les cours de langue, et même si effectivement ça ne paraît ne pas être un frein pour les entreprises, c'est quand même très important pour elles qu'elles puissent s'insérer correctement et qu'elles puissent parler notre langue. Alors c'est compliqué, certaines vous ont dit qu'elles voulaient rester? Parce qu'il y a ce débat de celles qui disent on repartira parce que c'est mon pays, j'ai mes racines, puis d'autres qui disent non, je vais rester. Certains disent oui, on va rester en France. Oui. Et puis ils sont conscients que ça va durer. En fait, ils ont intégré la durée. C'est pour ça qu'elles apprennent tout de suite la langue, parce qu'elles savent, elles ont conscience que ça va durer un moment. Une fois qu'on a passé ce délai de 6 mois renouvelé, arrivé à 1 an, on arrive au bout de la démarche. Il faut faire une demande officielle d'être accueilli comme un réfugié politique cette fois-ci, un réfugié de plein droit. Plusieurs options seront disponibles, soit faire une demande d'asile, comme cela existe déjà. Facilité, j'imagine, dans le cas des personnes ukrainiennes? Pas pour l'instant. Aujourd'hui, on est sur un système tout à fait classique. Je pose la question, j'ai vu que ça reste flou. Ça reste flou, oui. Et puis, il y aura bien sûr la possibilité de demander une autorisation de travail classique, comme on le fait aujourd'hui pour les ressortissants hors Union européenne. Mais voilà, on a quand même une bonne année devant nous pour que les entreprises saisissent ces opportunités. Je pense aussi que c'est important de véhiculer cette facilité, cette absence d'autorisation de travail qui n'est pas forcément connue encore de toutes les entreprises. Il faut le redire. Il faut le redire. Les entreprises, donc, il n'y a pas de souci, peuvent accueillir des femmes ukrainiennes avec ce fameux document préfectoral, point barre, sans problème. Sans problème. Nous sommes interrogés très régulièrement, toutes les semaines, par nos entreprises clientes qui pensent à tort devoir sponsoriser, faire une démarche de demande d'autorisation de travail, ce qui n'est pas le cas. Ils ont juste à régler le problème du contrat, la durée du contrat, CDD ou CDI, par exemple, si elles le souhaitent. Et c'est la même question Sandra, pour les bénéficiaires de la protection internationale. Là, on a un grand élan sur les Ukrainiennes, et j'espère que ça donnera aussi un regard très fort sur les autres
Mais oui. bénéficiaires de la protection Le débat est internationale, ouvert. qui ont autant de talent et qui ont vraiment beaucoup de talent sur beaucoup d'emplois. Et c'est important de le rappeler parce que souvent, Voilà, je on prends des oublie. pincettes, mais c'est important de tendre la main à ces femmes et accompagnées de leurs enfants. Et c'est Mais très bien. il y a aussi beaucoup de réfugiés qui sont aujourd'hui dans des tentes, dans des situations d'une précarité absolue et qui, Et- pour certains, aimeraient bosser. Et qui Et n'ont pas la même chance et parce pour qu'ils le n'ont pas de coup, logement, eux. Ouais, oui. l'intégration est plus compliquée dans le sens où les femmes ukrainiennes arrivent dans des familles. Donc elles sont tout de suite confrontées à la langue française. Tout Dans à des fait. centres d'hébergement, Impossible. C'est pas voilà, pareil. l'apprentissage. Mélange du de français langue, va être mais plus pas long. français. Ben, c'est ça. C'est ça, donc c'est vrai, et c'est pour ça que finalement, on aimerait qu'il y ait autant de Eh oui. générosité Eh oui. sur les autres. Les Afghans, les Syriens, tout à les fait. Érythréens, les Les Soudanais, Absolument. qui sont des pays en guerre et dont la communauté sûr. reconnaît Il y a le beaucoup caractère. d'autres pays qui sont en guerre, effectivement. C'est un vrai sujet. Merci mesdames de nous avoir éclairés. Il y a Merci encore, à vous. ça Merci. avance, il y a encore quelques zones de flou, Oui. même sur le nombre de femmes réellement ou de femmes Absolument. et d'hommes accueillis en France. On n'a pas le chiffre exact. Mais en tout cas, ça commence à s'enclencher. Et on le redit, pour les chefs d'entreprise, vous pouvez embaucher des femmes et des hommes ukrainiens majeurs dans des conditions normales, sans Très démarche rapide. administrative. Absolument. Merci d'être venue me rendre visite. Sandra Guiquer, directrice générale adjointe Envergure, c'est une filiale du groupe Actual, de sa filiale Compétences. Merci Nathalie Devernay, vous êtes avocate associée chez Bird Bird, spécialiste en droit du travail, avec des clients qui vous posent beaucoup de questions sur ce dossier. Et merci à Katia Damani, Merci à les vous. Hauts-de-France, responsable de l'engagement chez Coptalis, en charge notamment du projet Mercure et notamment de l'accompagnement de ces femmes vers le marché de l'emploi. Merci à vous trois. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et Thierry Bismuth qui va nous parler. Alors là, on revient sur le recrutement avec toutes les méthodes un peu charlatanesques de recrutement en allant quasiment de voir dans une boule de cristal. Il va tout nous raconter.